Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. À la une, Emmanuel Macron annonce une aide de 100 millions d'euros à la population libanaise. En Guinée, le parquet requiert 5 ans de prison contre un ancien ministre de la Défense d'Alpha Condé. Et à Kazan, le sommet des BRICS se poursuit. Et pour sa première participation, Vladimir Poutine a salué le soutien indéfectif de l'Éthiopie. Nous recevons dans cette deuxième partie Oben Kang, cofondateur de Diaspora. On vous explique tout à l'heure. Comme je disais, Emmanuel Macron a annoncé une aide de 100 millions d'euros au Liban. La guerre doit cesser au plus vite. Ce sont les mots du chef d'État français ce matin à l'ouverture de la conférence de Paris pour le Liban. Emmanuel Macron a invité la communauté internationale à agir de concert pour un cessez-le-feu immédiat. Et en Guinée, le ministère public a requis 5 ans de prison hier contre Mohamed Diané, un ancien ministre de la Défense du président Alpha Condé. Il est accusé de détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment des capitaux et corruption d'agents publics. Mohamed Diané est l'un des nombreux opposants, anciens dirigeants et figures de l'opposition incarcérés ou inquiétés par la junte. Alors que l'opposition dénonce la répression des libertés et l'instrumentalisation de la justice, le président guinéen a tenu à rassurer qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Et en Russie, à l'approche de la fin du sommet, les bilatérales se sont multipliées hier. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré mercredi Vladimir Poutine. Le maire du Kremlin a exprimé sa gratitude pour le soutien d'Addis Abeba à son pays. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Quel est votre chiffre du jour? Alors aujourd'hui, c'est le chiffre 6 pour un pourcentage, 6%. Alors plusieurs pays africains devraient enregistrer un taux de croissance supérieur à 6%. Le dernier rapport Africa Pulse publié par la Banque mondiale prévoit que 17 pays africains devraient enregistrer un taux de croissance allant de 5 à 9,7% pour 2024 et 2025. Parmi eux, des pays comme le Rwanda avec 7,6% ou encore le Sénégal qui pourrait atteindre 9,7% en 2025. Des chiffres qui laissent entrevoir une reprise économique, mais celle-ci demeure fragile et inégale. Donc en clair, la croissance sera bel et bien au rendez-vous dans de nombreux pays. Si la palme devrait revenir au Rwanda avec une croissance, comme j'ai dit, de 7,6%, c'est bien le Sénégal en 2025 qui pourrait remporter cette palme. Donc la clé de croissance continue vient de notamment des services et de l'agriculture, mais d'autres tablent sur une diversification des économies qui est porteuse de croissance moins cyclique, l'exploitation de nouvelles ressources naturelles, notamment les hydrocarbures. Mais néanmoins, derrière ce chiffre, ce pourcentage qui semble prometteur, se cachent des réalités économiques très contrastées. Certains pays africains semblent prêts à décoller, d'autres continuent de subir des turbulences. Et malgré ça, on sent une réelle reprise de l'activité. C'est absolument. La croissance, du coup, elle devrait s'établir à 3% en Afrique contre 2,4% en 2023. C'est porté par la hausse de la consommation privée et l'investissement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais insuffisante pour baisser la pauvreté ou retrouver les niveaux d'avant Covid. En effet, on compte 475 millions de personnes vivant encore avec moins de 2,15 $ par jour en 2024, un chiffre en augmentation par rapport à 2022. Et malgré ça, l'inflation ne recule pas. L'inflation, elle semble se modérer. Après avoir atteint 7,1% en 2023, elle devrait tomber à 4,9% en 2024 et encore un peu plus en 2025. Cette baisse permettrait un regain de pouvoir d'achat, mais il faut encore du temps avant de retrouver les niveaux d'avant la pandémie. Mais quels sont les raisons, Alexandre? Alors, ces reflux... Ce reflux, il est dû à plusieurs effets, notamment la stabilisation des devises, une diminution des perturbations d'approvisionnement, notamment aussi quand même des effets politiques budgétaires et monétaires plus stricts, et la baisse de taux d'indicateurs entamée par de nombreuses banques centrales qui devraient renforcer la confiance des entreprises et favoriser l'investissement. Il y a aussi des questions, je pense,
lié à des problèmes structurels ou conjoncturels aussi. Exactement. Il y a des freins à cette croissance, notamment dans les causes conjoncturelles. C'est les conflits. On pense notamment à la guerre civile soudanaise, des violences politiques, le dérèglement du climat et aussi des investissements un peu plus atones. D'un point de vue structurel, le retournement des cours de matières premières a entraîné une chute des taux de croissance avant la crise du Covid, et la guerre Russie-Ukraine vient aussi ralentir les économies des régions. Donc si cette croissance sera meilleure que celle de 2023, avec une évolution du PIB de 2,6%, celle-ci demeure faible pour un continent où tout reste à construire. Alors, on peut se demander aussi, est-ce que l'Afrique subsaharienne pourra-t-elle transformer cette reprise fragile en un véritable moteur de développement? Merci Alexandre. En réponse de notre invité, Aubin. Alors je vais dire oui. Est-ce que l'Afrique subsaharienne pourra-t-elle transformer cette reprise fragile en un véritable moteur de développement? Vous qui connaissez un peu le monde économique. Totalement. En fait, il faut savoir une chose, on a tendance en fait à mettre l'Afrique sous un plan où l'Afrique est pauvre, l'Afrique n'a pas de moyens. L'Afrique a des moyens et déjà un de ces moyens, c'est la masse, c'est le peuple. On va être l'une des populations les plus jeunes dans les prochaines années. En 2050, l'Afrique sera la population la plus jeune du monde. En ayant travaillé aussi avec les méthodes de paiement chinoises, l'Afrique a réussi en fait à traverser en fait des transitions financières qui lui sont propres. Là où par exemple les Chinois l'ont fait avec les solutions de wallet comme Alipay, WeChat Pay, en Afrique nous l'avons fait avec les solutions de mobile money. Donc l'Afrique est là, l'Afrique a un mode de communication qui est informel. Donc la plupart des datas que nous avons sont des datas qui sont dits officialisés. Okay. C'est aussi pour ça que je suis... Vous êtes là pour qu'on puisse parler en tout cas de ce que vous avez lancé il y a quelques années. Totalement. Voilà, et il s'agit de Diaspo. Pourquoi Diaspo? Je crois que c'était la question en off qu'Alexandre vous posait. De quoi s'agit-il? Alors, pourquoi Diaspo? Alors, Diaspo, il faut savoir que c'est une application financière qui est la première à digitaliser la tontine en Europe. C'est quoi la tontine pour ceux qui ne savent pas? Alors, c'est une très bonne question. En fait, la tontine, c'est une forme de cagnotte collective qui est faite entre familles et amis et qui permet en fait à tour de rôle d'avoir un hub de pouvoir d'achat. Donc en fait, c'est le pouvoir de tous. Ça, c'est la définition française, ça. C'est le moment là, voire américaine. Le moment là, tu ne définis pas la tontine comme ça, c'est un peu fort. Mais bon, on n'a pas pris en français. C'est le plus important. Et en fait, c'est un système ancestral qui est utilisé par toutes les communautés africaines et asiatiques. Et je vais vous faire une découverte, c'est qu'elle est connue et elle a été utilisée par toutes les civilisations. Même en Europe ici? Même en Europe ici. C'était que... Vous attachez aussi dans leur pagne l'argent de la tontine? Les gens, les populations qui étaient pauvres, utilisaient la force du peuple pour pouvoir s'en sortir. C'est que juste que nous, en fait, on l'a utilisé de manière beaucoup plus prépondérante et voilà. D'où vous avez venu cette idée-là de digitaliser la tontine? Parce que nous, moment, c'est plaisent bien avec le système. Hein. On se retrouve chez une tontine, on mange, après on prend l'argent, rentre à la maison. Totalement. Alors, pour être totalement transparent, je suis né avec cette culture, au même titre, j'imagine que vous. Je connais le système. Voilà. Il y avait une réunion chez nous à 14h. Dimanche. Et en fait, c'était toujours dans les mœurs. Et en tout cas, donc moi, je suis un des cofondateurs et l'ensemble en fait, des associés ont eu une expérience avec la tontine. Pour ma part, cette idée est née d'un drame familial dans lequel mon père a tout perdu. Et son seul moyen de subsistance était d'utiliser les fonds de la tontine. Donc moi, mon père est mon super-héros. Hein. Donc quand j'ai vu qu'à un moment donné, quand il a commencé à prendre la tontine, il s'est dit... J'ai l'impression de ne plus être un homme. Ça a concentré l'ensemble de mes missions en tant qu'expert de paiement. J'avais en fait ce point de me dire comment redonner de la dignité à mon père, mais à toute personne qui utilisait la tontine. Donc ça a été vraiment en fait une recherche de 13 ans
que j'ai partagé avec l'ensemble des associés. Voilà comment l'idée est née. Une question, Alexandre? Non, c'est hyper intéressant, mais je vois qu'il y a d'autres applications comme ça. Je ne vais pas les citer, mais qu'est-ce qui fait vraiment la spécificité de votre application? Pourquoi elle se démarque en fait? Alors c'est une très bonne question. Il faut savoir que déjà, dans les 8 associés fondateurs dans lesquels je fais partie, sont tous des experts de leur domaine. Donc moi, je suis un expert paiement de plus de 16 ans d'expérience. L'autre cofondateur est un expert financier, donc dans toutes les stratégies d'investissement. Le troisième cofondateur est lui dans tout ce qui est technique. Il a même travaillé pour des très grosses boîtes, commençant par un A, voilà, dans le e-commerce. Une autre qui est spécialiste en marketing, plus de 16 ans dans les stratégies omnicanal et de points de vente. L'autre dans le produit, l'autre dans la compliance, l'autre dans le légal. Donc c'est la Dream Team, ça. C'est la Dream Team. Et en fait, on a travaillé à peu près sur tous les applications phares de paiement qui existent aujourd'hui dans le monde. Et effectivement, la plupart font la même chose. Elles délivrent un compte, une carte virtuelle ou physique, et souvent en fait des virements européens pour l'Europe. Nous, on s'est dit quoi? On va proposer tous ces services de paiement parce qu'elles constituent l'usage au quotidien des personnes en Europe. Mais la cerise sur le gâteau qui va permettre de le démarquer sera la digitalisation des tontines et les solutions de transfert d'argent. Donc en fait, on a une seule et même application dans laquelle on peut gérer les tontines, mais également on a un compte de paiement, on a une carte de paiement. On peut faire des transferts d'argent dans plus de 140 pays et on peut faire des virements SEPA en Europe et en Afrique. Et la spécificité pour l'Afrique, c'est qu'on peut être adossé aussi aux acteurs de mobile money. Voilà. D'accord. On retrouve actuellement Diaspo dans quel pays, concrètement, en Afrique? Alors, en première en année, Europe aussi. Hein. Alors, en première année, nous, on a une stratégie en fait sur 5 ans. En première année, on a commencé avec la France, la Belgique, Luxembourg et le Pays-Bas, en Europe. Et en Afrique, avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Congo RDC. Et en fait, on va suivre une stratégie dans laquelle on se développe comme ça sur l'Europe et l'idée, c'est d'avoir après l'ensemble des pays européens. Et en Afrique, on commence par les pays francophones. Et pourquoi en fait on fait les deux stratégies? Parce qu'on est sur des marchés synergiques où la diaspora en fait est en mission en Europe et où la légitimité des solutions financières est validée aussi en Afrique. Donc voilà, on fait les deux axes, quoi. Il y a quand même des blocages, on est d'accord, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est deux cultures différentes. Hein. Vous racontez l'anecdote de votre père qui va voir son conseiller bancaire, qui lui dit tontine, il dit tantine, il ne comprend pas bien. Donc, comment on arrive à concilier ces deux cultures-là? Alors, c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Entre l'idée... C'est 13 ans, non? Ouais, 13 ans, Wow. en 2011. En fait, on n'était pas sur les mêmes évolutions réglementaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les applications qu'on parlait permettent en fait de donner de la possibilité de démocratisation. Donc en fait, tous les services de paiement, en fait, nous, on ne les a pas pris comme des concurrents, mais comme des facilitateurs. Et dans le cas de figure de mon père, on ne réinvente pas les mécanismes de services de transfert, etc. On les utilise, mais on leur donne en fait une orientation culturelle. Et dans le cas de figure de mon père, qui va voir son conseiller financier pour dire qu'il souhaite utiliser la tontine, il était confronté à une problématique culturelle. Donc en fait, nous, on a pris avec l'ensemble des associés le parti pris de dire, OK, on donne un caractère diaspora, d'où le nom Diaspo, à l'application, et on permet aux différentes cultures, qu'elles soient africaines, qu'elles soient asiatiques, de pouvoir en fait utiliser un service de paiement, donc un nouveau restaurant dans lequel il y a l'ensemble des plats gustatifs des communautés africaines et asiatiques. Voilà. Enfin, on va prendre un exemple casuistique, après je te laisse la parole. Moi, je veux participer à la tontine, je veux ouvrir mon compte Diaspo. Comment ça se passe concrètement? Ok. Donc en fait, nous, l'idée, c'est de montrer qu'il y a une maîtrise des données et une fiabilité des utilisateurs qui utilisent l'application. Donc, en Europe, je vais donner le parcours de l'Europe. La personne va sur les stores Android ou Apple, il télécharge Diaspo. Ensuite, il lui est demandé en fait, de suivre un parcours d'inscription dans lequel on va checker sa pièce d'identité, etc. Donc, on sait à ce moment-là... Ah, c'est important de préciser. Hein. Ouais, c'est très important pour éviter tout ce qui concerne le blanchiment d'argent, le c'est ça que je pose la question surtout. Totalement. Il y a des conditions d'âge aussi ou pas? Oui, en fait, à 18 ans.
Comme ça, en fait, on évite justement d'être dans une forme de naïveté en fait, des users qui utilisent l'application. Et ensuite, le client paye, en fait, donc il voit l'application, et à un moment donné, quand il veut utiliser les services de paiement de l'application, on lui demande de payer un abonnement annuel, qui est juste de 40 € par an, soit l'équivalent de 3,33 € par mois. Voilà. Et donc, avec cette souscription, le user, donc le client Diaspo, peut utiliser l'ensemble des services que j'ai décrits. Donc là, c'est le client ici en Afrique, en Afrique, je fais comment? Alors en Afrique, c'est quasiment presque la même chose, à la différence que on a une différence dans les méthodes de paiement en fait en local. C'est-à-dire que les personnes, par exemple en Côte d'Ivoire, souhaitent recharger son compte Diaspo, il va utiliser peut-être MTN pour le recharger parce que dans ses mœurs, il a eu beaucoup plus l'habitude d'utiliser MTN. Et l'idée, c'était vraiment de ne pas déstructurer des habitudes du quotidien et permettre que le côté digital puisse s'insérer sans dénaturer ce que les personnes avaient l'habitude de faire. On a combien d'utilisateurs aujourd'hui à peu près? Alors, l'application en Europe vient tout juste d'être lancée. C'était le 17... Le 29 septembre. Wow, je sais pas. Il y avait une fête le 17 octobre, c'était quoi? Totalement. En fait, il y a une émulsion qui se crée en fait, autour de Diaspo. Ouais. Donc là, en fait, on voit un bon nombre d'investisseurs qui voient qu'en fait, on est une porte sécuritaire en Europe, en Afrique et sur les deux. Et le 17, justement, nous étions en train de parler avec certains des investisseurs. Ah, d'accord. Donc, c'était pas le lancement, c'était... D'accord. Alexandre. Mais pour répondre, oui, on a déjà plusieurs centaines d'utilisateurs en Europe. On est dans une stratégie aussi marketing communautaire parce que vous savez qu'en Afrique, la force du marketing, c'est le bouche à oreille. Voilà. Entre vous avez un client malgache, je pense qu'il va installer sur l'application après. Mais avant ça, j'aimerais mieux comprendre comment vous voulez concurrencer justement les autres grandes entreprises qui sont déjà dans, par exemple, qui commenceraient par un W, qui sont des titans pour le transfert d'argent au niveau des diasporas, etc. Mais qui ne font pas la tontine. Et qui ne font pas la tontine. Bah, ça, c'est c'est la pour vous, c'est ça votre force Totalement. Mais je vais répondre aussi à ça. L'idée, c'était pas de réinventer la roue. C'est pour ça que même dans ces mastodons qui sont spécialistes du transfert d'argent, nous, on a fait un partenariat avec un mastodon du transfert d'argent, qui est Monetrans. Donc Monetrans est un mastodon qui envoie des milliards plusieurs milliards de volumes de transactions par an. Et donc du coup, nous, on s'est dit, plutôt que de réinventer la roue, faisons un partenariat. Donc on utilise leur service de paiement dans l'application. Donc c'est invisible pour le client. Enfin, c'est visible pour le client parce qu'on informe justement de ce partenariat. Et en fait, on maximise l'ensemble des canaux de paiement pour permettre d'avoir une super application qui permet aux clients de pouvoir utiliser les services. Et en fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas en fait, ces acteurs de paiement? Ils n'ont pas la tontine. Justement. Ils n'ont pas la tontine. Et donc, du coup, le fait de pouvoir proposer un bundle qui permet d'avoir l'ensemble des services de paiement. Bundle, qu'est-ce que ça veut dire? Un package. Okay. Bon, c'est une chat ici, on parle français. C'est donc le programme. Bundle. Mais oui, d'avoir en fait une sorte de paquet cadeau. Voilà, c'est bon. Okay. Là, qui permet d'avoir en fait l'ensemble des services de paiement. Et il faut savoir que juste la diaspora envoie chaque année 70 milliards d'euros en Afrique. J'imagine que les Maliens envoient 60 millions. Totalement. C'est pour ça que nous aussi au Mali. Mais, et en fait, généralement, quand on regarde le transfert d'argent, on focalise que notre attention sur cette sortie. Mais on ne voit pas tout l'avant. Et l'avant, c'est la tontine. Ah, du coup, il y a beaucoup de tontines ici. Hein. Exactement. D'accord. Tout s'explique. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde sur votre équipe. J'ai regardé un peu l'organigramme, mais c'est plus vous qui pouvez présenter votre famille. C'est quoi la tranche d'âge et le niveau d'expérience aussi? Alors, c'est bien de savoir qui c'est qui a géré tout ça. Hein. Alors, déjà, le minimum d'expérience, c'est 8 ans. Mais les personnes, par exemple, qui ont 8 ans sont des mastodons dans leur domaine dans les 8 ans. Moi, beaucoup quand même, 8 ans. Hein. Ouais, carrément 8 ans. Ah ouais. Nous, dans les cofondateurs, on est aux alentours de 16 et 18 ans d'expérience dans l'expérience. Donc, du coup, on est vraiment dans une complémentarité. Et l'équipe, comme vous l'avez dit, on est vraiment, en plus d'être des experts, une vraie famille.
C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un cas qui est évoqué sur une approche, elle est analysée par les 8 experts. Et ensuite, c'est suite en fait à cette analyse-là qu'on aboutit en fait à une conclusion, on dit go. Et après, on fait des test and learn sur le marché. Donc, des. Oui, des bien. Voilà, plus d'agressif celui-ci. Alexandre, quelque chose à ajouter? Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir? On voit que beaucoup de banques se digitalisent. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, plus tard, est-ce que tout sera digitalisé? Est-ce que déjà peut-être on n'aura plus du tout de liquide? C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Alors, la chance que j'ai, c'est que dans ma malchance, j'ai eu en fait à accompagner un grand nombre en fait d'acteurs dans le paiement. Donc, je travaille avec les acteurs du jeu vidéo, du gambling, donc les Winamax, etc., du e-commerce, des fintech, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une convergence en fait des cas d'usage sur le digital. Okay. Donc, ça montre déjà en fait un premier chantier. Le deuxième point, comme vous le disiez en démarrage, quand on voit les services de paiement qui existent, bah, en fait, ils proposent tous presque la même chose. Donc, il y a une uniformisation d'approche qui pousse en fait à convertir les personnes dans le digital. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a les banques classiques, commerciales, et les néobanques qui ont la même mission, convertir les populations sur des usages. À côté de ça, on voit que les pratiques administratives tendent au digital. Vous voulez en fait accéder à vos impôts, on vous demande justement d'avoir une empreinte digitale qui permet d'accéder, etc. Et il faut savoir que les réformes réglementaires tendent à pousser les personnes dans une connaissance digitale. Il va y avoir l'introduction du e-euro, donc c'est déjà en fait parti. Mais est-ce que l'Afrique est prête pour ça, pour ce changement? C'est plus ça la question. Alors, si la question est de savoir si l'Afrique est prête à ce changement, elle est déjà prête avec ce changement. Parce que tous les Africains ont un téléphone portable. Pas tous, mais de plus en plus. De plus en plus. Dans les chiffres du marché. Dans les villages reculés, dans les chiffres du marché, presque tous les Africains ont un téléphone portable. Même la mamie qui est au village aussi. Totalement. Et après, dans ceux qui détiennent un téléphone portable, il y a une partie qui commence à être très importante de personnes qui ont un smartphone. Okay, qui permet de pouvoir en fait avoir tous les usages et les us et coutumes des applicatives. Les acteurs de mobile money, c'est un truc de dingue. Hein. Comment ils ont réussi à faire quelque chose d'autre qui n'existe pas en Europe. Ils appellent ça du coup le mobile banking, c'est-à-dire que en Occident, par exemple en France, tout le monde a un compte bancaire, etc. Et voilà. Là-bas, ils ont en fait une banque qui est totalement mobile, qui est flexible et qui est transportée par les acteurs du mobile money. Et d'ailleurs, quand on demande de voir quelle est la bancarisation des personnes en Afrique, souvent les chiffres sont donnés par des acteurs de mobile money. Donc l'Afrique est déjà prête. Maintenant, l'Afrique a besoin en fait d'avoir des canaux qui permettent du coup d'uniformiser cet ensemble d'acteurs. Et c'est pour ça qu'il y a des réformes réglementaires qui se poussent en fait en Afrique pour y tendre. On est pris par le temps. Une dernière question. Dans 5 ans, quelle est votre ambition pour Diaspora? Dans 5 ans, c'est de devenir la banque référente de toutes les diasporas, en Europe et en Afrique. Très bien, merci beaucoup Ben Kanga, patron, cofondateur de Diaspora. En tout cas, on va rester de l'application à la fin. Ouais, peut-être, je suis pas totalement convaincu, mais peut-être. Ah, tout est compliqué comme ça. Les bagages sont tellement compliqués. Je vais remettre, on va faire ça. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. À demain pour un nouveau numéro.